Je dirais Mais ça ne dit pas que le CA 125 ne marque pas, finalement. non, c'est pas que le CA 125 n'est pas efficace, c'est très efficace. Parfait, c'est ça que je veux Pour donner savoir. des indices puis donner des indications que il se passe peut-être quelque chose. Mais est-ce que le fait de traiter dès l'élévation du marqueur par rapport à attendre plus tard dans l'évolution de la maladie, on n'a pas d'évidence que ça soit si différent en termes là, de résultats pour la patiente. OK, parfait. Ben, merci d'avoir répondu. Mais c'est une question quotidienne avec nos patientes parce que intuitivement, on a l'impression que si on traite quand il y a moins de cancer, que ça va donner les meilleurs résultats que si on attend que la boule soit plus grosse, tu sais, puis qu'elle fasse mal. Intuitivement, on penserait ça. Oui. Mais dans les faits, ça semble pas se vérifier. Et donc, on se dit, ben, dans ce cas-là, attendons plutôt les symptômes, puis pendant ce temps-là, le temps passé, la patiente, coudon, aura peut-être joui d'une plus belle qualité de vie, aura fait un voyage, aura eu l'esprit tranquille, etc. Donc, c'est un peu ça qui est utilisé. OK, mais techniquement, quand même, le marqueur marque. Parfait. Absolument. Deuxième question. Les gens qui sont atteints génétiquement, les BRCA1 ou les BRCA2, est-ce que, moi, premièrement, je suis atteinte génétiquement, est-ce que j'ai plus de possibilités d'avoir récidive sur récidive qu'une autre personne qui n'a pas ce gène-là en elle? En fait, c'est difficile à répondre. Ce qu'on sait, mais c'est pas dans tous les cas, mais dans une bonne quantité de cas, il semble que Excusez-moi, docteur Plante, on vous perd beaucoup. Mais voyons, c'est bien déplaisant parce que je parle fort. Ben, là, c'est correct. OK. Ce qu'on sait, c'est que les patientes qui sont porteuses d'une anomalie dans BRCA1 et BRCA2, on remarque que ces patientes ont tendance à avoir des tumeurs qui sont plus chimiosensibles. OK. Et donc, ont généralement tendance à mieux répondre à la chimio que les non-BRCA. Encore une fois, je vous donne une généralité. Dans votre cas précis à vous, je ne sais pas. Mais on sait que les mécanismes au niveau cellulaire, au niveau de la tumeur, sont différents. Et que ça fait, s'il y a quelque chose, ça sera un avantage indirectement parce qu'il y aurait une réponse meilleure à la chimio. OK. Là, c'est son BR, là. Oui. OK. OK. Puis il y a une nouvelle classe de médicaments, vous avez peut-être entendu parler, des inhibiteurs de PARP. Ben oui, écoutez, Bon, je sais que vous l'avez, je sais que vous l'avez à Québec. J'ai failli me rendre jusqu'à Québec pour l'avoir. Alors, les inhibiteurs de PARP Oui. sont particulièrement excitants là, parce que ça, c'est vraiment de la nouvelle, des nouveaux agents. Ils se prennent par la bouche, sont vraiment peu d'effets secondaires, en tout cas jusqu'à présent. Puis, mon Dieu, on voit quand même des réponses très intéressantes. Donc, comme je vous dis à quelque part, ça peut être avantageux, mais bon. Est-ce que vous pourriez répéter les inhibiteurs de qui? PARP, P-A-R-T. P comme papa? Oui. OK. P-A-R-T, PARP. OK. Excusez-moi, peux-tu poser une mini-question parallèle à ce que la dame est en train de vous demander? Oui. Si ça n'a pas encore été fait, tester génétiquement, si je suis une BR2 ou 1, là, peu importe, est-ce que c'est quelque chose que je devrais insister pour que ça soit fait peut-être plus rapidement? Bien, actuellement, là, de plus en plus, la recommandation qui circule, c'est que les chances, peu importe votre histoire de famille, je ne sais pas s'il y a des cancers du sein puis d'ovaire dans la famille. Il y a un lymphome de Burkitt. Non, ça compte. Parce que je veux dire, peu importe vos antécédents, là, ce que les études suggèrent ou indiquent, là, c'est qu'une patiente qui est opérée pour un cancer de l'ovaire de type séreux, pas un cellule claire comme l'autre dame, ça compte pas ça. Pas un type mucineux, je parle d'un type séreux ou séropapillaire. Si on prenait toutes ces madames-là puis qu'on les testait, à peu près 20 on trouverait une anomalie génétique dans BRCA1 ou 2. OK. Alors, c'est quand même assez élevé. Et on pense que ce serait très pertinent d'offrir ce test génétique parce que il y aurait peut-être une option d'utiliser les inhibiteurs de PARP dans les modalités de traitement, voyez-vous. OK. Mais c'est normal que ça prenne des mois avant qu'on me fasse passer les tests? C'est un problème, madame. Je ne sais pas où vous vivez. C'est sûr que... moi, dans le fond, je vis à Drummondville, mais je suis traitée par Sherbrooke. À Sherbrooke. En fait, la difficulté est à deux niveaux. C'est que la compagnie qui fait le séquençage des gènes, c'est la compagnie, peut-être vous le connaissez, la compagnie s'appelle Myriad. C'est aux États-Unis.
OK. Et lorsqu'on prend votre prise de sang puis qu'on l'envoie chez Myriad, le gouvernement reçoit la facture de 3 500 OK. par personne. Ouais. Donc, c'est très coûteux, mais c'est pas ça le problème. Le gouvernement dit s'il faut, on va le payer. OK? Mais c'est sûr que c'est des démarches, c'est long, puis c'est coûteux. Il y a des possibilités, vous en parlez sur l'hôtel B7 qui vous traite là-bas? Oui, oui. Bon, elle vous dira à Paul, là, l'oubli est au courant. Mais l'autre possibilité, c'est que dans les patientes qui sont d'origine canadienne-française de souche, là, tu sais, Oui. le plus souvent, on retrouve presque toujours les mêmes mutations parce qu'on est un pool génétique assez restreint. Hein? On était tous des petits colons d'une petite gang, puis alors on sait, de sorte qu'il y a moyen, à Montréal, au CHUM en particulier, de faire une recherche de ces mutations-là qui sont plus fréquentes chez les Canadiens français. Et c'est moins long, quoi qu'ils ont quand même beaucoup d'attentes aussi, mais c'est beaucoup moins coûteux. OK, parce que j'ai aussi un dossier ouvert au CHUM, parce que moi, je suis allée chercher un deuxième avis auprès d'eux. J'avais hésité d'ailleurs entre eux et vous. Mais comme j'ai été référée par une gynécologue là, donc je suis allée là-bas. Vous êtes en toute non, mais je crois que vous êtes tous des très bonnes équipes de toute façon. Là. Oui, les questions sont pas là. C'est juste que, comme je vous dis, si vous avez l'option justement d'évaluer ça, de demander à Dr. Bessette, au CHUM, ils font ce test de recherche des mutations fréquentes de la population canadienne-française. Puis la plupart du temps, je vais vous dire, on trouve dans ce panel-là, ce qui est moins coûteux puis qui évite d'envoyer tout ça aux États-Unis. Mais alors, il y a deux options, en fait, que je viens de vous exposer. OK. Bon, ben je vous remercie. Je vais redonner la parole à madame. Oui. Est-ce que ai-je le temps encore de poser une troisième question? C'est Marilyn? Non, c'est Michel. Ah, Michel, oui, une autre question. Puis après ça, je vais juste demander si quelqu'un d'autre qui n'a pas posé de question. Parfait. Okay. D'accord. Donc, ma dernière question. Je voulais savoir, lorsque nous sommes en récidive, est-ce qu'on peut considérer qu'on devient palliatif ou on est encore en curatif ou où devient le palliatif? Ben écoutez, la palliation, là, tu sais, là, c'est quasiment toute la vie. Hein? C'est-à-dire que la palliation, pour moi, là, c'est rendu un terme un peu élastique. Hein? OK. Parce que anciennement, ou il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de traitement palliatif, c'est que là, on était à la toute fin de vie et qu'il ne reste plus grand-chose à faire. Tu sais. C'est pas cette partie-là que je parle, moi. Non, je comprends, mais à un moment donné, la perception, quand on parlait d'être en palliation, c'est qu'on était à la fin et qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Alors que le terme a beaucoup évolué. Et souvent, on va dire le traitement est palliatif dans le sens où on ne pense pas qu'on va guérir la patiente avec le traitement. Okay. Ça ne veut pas dire qu'elle est mourante, ça ne veut pas dire qu'elle est proche de mourir non plus, mais on ne pense pas que le traitement va guérir. Mais on a des patients qu'on traite en palliation, entre guillemets, pendant des années. Oui, je comprends. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. À partir du moment où on pense pas qu'on va guérir, c'est dans ce sens-là qu'on dit un traitement palliatif. Voyez-vous, c'est quand même assez large comme définition. OK. Ça répond. Merci. Merci. Avant que je redonne la parole à Marilyn qui avait d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pas dit qu'il voulait initialement poser des questions? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Ben, moi, j'aurais peut-être, c'est Suzanne. OK. À propos des occlusions intestinales et de la question des chirurgies. D'abord, Dr. Plante, je voulais vous indiquer que je suis co-responsable d'un groupe d'entraide qui s'appelle Ovaire Espoir. Depuis 6 ans que je m'en occupe. Donc, j'ai été en 6 ans à même de parler, de côtoyer beaucoup de dames atteintes du cancer de l'ovaire. C'est à quel endroit, ça, madame, Ovaire Espoir? On est à Montréal. Surtout à Montréal, OK, d'accord. Mais on a aussi, en fait, on offre aussi du soutien téléphonique, entre autres, de dames de la région de Québec et un peu partout dans la province. D'accord. Mais on a nos rencontres mensuelles, là, en personne. Ça a lieu à Montréal. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Alors, ma question, c'est face à la question, entre autres, des occlusions, des fameuses occlusions intestinales qui reviennent si souvent. Oui. J'entends... Qu'est-ce que c'est occlusion intestinale? Pardon? Un blocage. Une obstruction, c'est un blocage des intestins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire
On peut pas manger. Soit qu'on vomit tout ce qu'on mange ou on n'est plus capable d'aller à la selle. Ah, ok.